À votre question, je tenais à préciser. Moi, je ne suis pas contre la force. Et sans m'abuser, sans être dans la modestie exagérée du Burkina, je pense que j'ai été le premier à leur dire créer une armée. Parce que c'est ça notre faiblesse. Dacier, allez-y. Je pense qu'on a fini avec ce sujet. Il faut qu'on poursuive, oui, Dacier. Je voulais préciser quelque chose. La conceptualisation dont je parle, ce n'est pas la sémantique de façon littérale et dans la littérature. C'est dans la conception profonde des choses. Dacier, je vous comprends, mais pardon, Dacier. C'est là. Oui, c'est compris. Je pense que c'est compris. On rentre dans le même sujet quand je parle de profondeur. La question qu'on a abordée là, c'est les mêmes questions de profondeur, de conceptualisation. Les gens parlent de gouvernance. Et je commencerai par dire que il faut reconnaître que les gens font des efforts dans ce contexte. Alors, par conséquent, il va falloir que le gouvernement sache extirper les mauvais agents. Et à ce niveau, on reproche beaucoup de choses au gouvernement. Moi, personnellement, j'ai toujours dit ici qu'il faut être ferme. Le gouvernement n'a jamais été ferme. Les gens posent des actes, le chef de l'État, il prend des micros, il parle. Ce n'est pas comme ça. Où est le Premier ministre? Où est le ministre de l'économie et des finances? Ces systèmes-là, il n'y a que les opportunistes aujourd'hui qui en parlent. Nous, on connaît le système-là, comment il marche. On connaît le système, comment il marche. La question des impôts du ministère de l'économie et des finances, c'est stratégique. C'est un ministère important. Où est le ministre de l'économie et des finances? Où il est? Tu entends un jour que non, dans tel agent, il y a problème. Tu dois poser la question. Ce n'est pas au chef de l'État de prendre le micro et de parler. La question de fonds communs, c'est quelque chose aussi qui a été institué, vu. Et les gens cotisent. Il ne faut pas qu'à cause de certaines personnes, que l'État lui-même refuse de sanctionner, on va venir maintenant parler du corps et créer d'autres problèmes. Moi, je suis contre ça. Parce que d'abord, les agents, par exemple, si vous prenez les impôts, sur le terrain, les agents des impôts, ils risquent leur vie. Regardez comment les impôts sont collectés. Des fois, ces agents-là, les gens les voient, ils ne voient pas la caisse de l'État. Ils croient que ce sont les agents. Donc, il y a des agents indélicats. Le gouvernement, le Premier ministre, le ministre de l'économie, le chef de l'État, ils refusent de sanctionner. Depuis qu'ils sont arrivés là, avez-vous, à part les questions militaires, avez-vous appris que dans l'administration, il y a des gens qui ont fait des fautes et on les a licenciés? Non, l'État ne peut pas embaucher des agents et ces agents-là vont défier l'État. Et on s'assoit, on dit qu'on prévient jusqu'à ce que le chef de l'État parle et tous les agents, tout le corps, tout le pays va le voir comme si c'est des menaces ou bien comme s'il est énervé ou bien comme... En tout cas, ce n'est pas joli à voir. Le Premier ministre, depuis le début, on a dit qu'il faut que les gens soient fermes. Prenez département ministériel par département ministériel. Relevez comment on appelle, les limites. Corrigez les choses. Parce que si on s'amuse avec cette question de fonds communs, que le président Ibrahim Traoré et le Premier ministre eux-mêmes ne connaissent pas, parce que ça a été politisé bien avant. Mais si vous venez avec votre politique et que vous ne cherchez pas à maîtriser le sujet, vous allez créer d'autres problèmes. Parce que c'est un sujet pas sensible, mais très stratégique, et l'administration est infiltrée. C'est nous autres qui faisons des analyses profondes que les gens vont prendre pour des ennemis du peuple, alors que vous êtes des gouvernants, vous refusez de sanctionner. Moi, j'ai toujours parlé de 5e poteau ici, là. Ces agents qui vont s'asseoir dans l'administration, créer leur propre système. Moi, Dacier de Binouté, à la place du président, je prends le micro. Qui sont ces agents-là? Le ministère de l'économie et des finances, même si c'est 1h du matin, une réunion sera convoquée. Et on les appelle en direct à la télé. Expliquez-moi, est-ce que vous valez mieux que les millions de Burkinabés? Pourquoi vous avez fait ça? Ils expliquent, on les licencie, on les poursuit. C'est comme ça qu'on gère un État. Sinon, si le chef de l'État continue comme ça, il va se créer des problèmes. Les impôts, le ministère de l'économie et des finances, c'est stratégique. On ne parle pas de ces problèmes-là publiquement. Et le fonds commun, je ne dis pas que c'est bon, je ne dis pas qu'il faut supprimer, mais ça a été mûri pour encourager les gens, pour éviter même que les gens volent de trop. Parce que, rappelez-vous, avant les ordinateurs, comment on collectait les impôts? C'était du cash. Tout est parti de là. C'était aussi des transactions directes. Donc, moi, je pense qu'il ne faut plus que le gouvernement va parler de ces questions-là publiquement. S'il y a un problème, il y a un ministre de l'économie et des finances. On appelle les agents, on traite ça. C'est comme à la défense. Il ne faut plus qu'on va venir poser des problèmes comme ça. Donc, moi, ce que je veux dire, il faut que le Premier ministre se lève et qu'il regarde l'administration. Et mieux, pour terminer, vous vous rappelez ici, une fois, j'ai dit,
Le chef de l'État attend quoi pour nommer Laurent Gbagbo comme conseiller? Et vous avez bien fait de revenir sur ça le 31 décembre. Et Gbagbo vous a expliqué. Qui aujourd'hui dans Burkina là, peut nous aider mieux à redresser l'administration que Laurent Gbagbo? C'est pourquoi je vous dis les chefs d'État africains, ils n'aiment pas la science. Sinon, quand on a des savants, on les exploite pour que le pays avance. Il faut aussi lancer la réflexion scientifique. C'est pourquoi je parle toujours de profondeur. Donc moi, je pense que le gouvernement doit aller calmement dans cette affaire de fonds. Dacier Debendouté, vous gardez la parole. Si le front économique tombe... C'est une hypothèse, hein? C'est une hypothèse. Oui, l'armée ne va pas tomber et il ne faut même pas aller sur ces questions. Parce qu'il faut être direct et ferme avec le peuple. Moi, je dis même, on peut même arrêter les salaires. Il faut que les gens mettent ça dans leur tête. On peut arrêter les salaires du jour au lendemain. Je le répète, et il faut que les gens mettent ça dans leur tête. Ce sont des questions d'État. Et c'est une question de survie, c'est une question d'existence. On nous a assez menti. Il appartient aux gouvernants, s'ils veulent vraiment la souveraineté, le panafricanisme, de dire la vérité aux gens. Nous sommes dans une situation où il faut dire aux gens que du jour au lendemain, l'État peut dire qu'il n'y a plus de salaire, on met l'argent là dans la guerre. Parce que c'est l'impérialisme, c'est la recolonisation de l'Afrique. Il faut, puisque eux-mêmes, ils ont fait l'erreur de ne pas expliquer le fond du problème. Il faut dire c'est une recolonisation. Ils ont les preuves. Si vous ne dites pas... Dacier Debendouté, pardon de vous interrompre. C'est l'Occident qui a créé la guerre. Oui, mais d'accord. On ne va jamais tomber, il n'y a pas de problème. Madame Bega. Je pense qu'il faut pas... Je pense que il n'y a rien qui urge pour pouvoir faire des élections. Et moi, depuis 2014, je disais au Burkinabé, on doit faire un acte et faire le diagnostic de l'échec de l'organisation des élections qui est en tout cas la manière par laquelle on désigne nos dirigeants. Et moi, je pense qu'il va falloir que dans cette pause-là, qu'on regarde dans la culture africaine, dans le substrat culturel africain, comment on peut refonder les choses. Et aussi changer la question du serment. Comment aujourd'hui nos leaders, quel genre de serment ils prêtent? Voilà le débat qui se pose. Donc, moi je pense qu'il faut faire un bilan du chemin qu'on a parcouru. Mais malheureusement, les Africains ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas été éduqués dans la déconstruction et la reconstruction. Tout de suite, je parlais de la conceptualisation. Aujourd'hui, quand vous prenez un intellectuel africain, comment il refonde l'État africain s'il ne connaît pas l'Afrique? C'est de dire qu'il faut organiser des élections, l'ordre constitutionnel normal, alors qu'on a beaucoup de problèmes. Regardez aujourd'hui les problèmes que nos États ont. Tous les temps, c'est les questions d'élection. Mais ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Moi, je voulais vous donner une source. Et j'ai cet ouvrage ici de National Geographic. Avec l'élection de Joe Biden, ils ont présenté une encyclopédie sur les élections et les présidents américains. Si vous lisez cet ouvrage, vous partez, vous allez voir la liste des présidents. Les États-Unis ont organisé les premières élections présidentielles en 1789, alors que la révolution a eu lieu en 1776. Ils ont mis 13 ans pour s'organiser. Nous, on fait quoi? On fait quoi? Vous pouvez trouver ces livres peut-être au Centre culturel américain et vous allez le consulter. Il faut dire quoi? Il faut que nous travaillions dans les profondeurs. On ne travaille pas tout ce que nous sommes en train de faire là. On ne le fait pas pour nous, mais pour les générations futures. Et c'est ça qui nous manque. On ne sait pas comment préparer l'autre génération à vivre mieux, à sortir des problèmes. Mais on dit non, élection, il faut aller organiser. On organise. Regardez comment la décentralisation a détruit nos villages, les liens sociaux, les liens de parenté. Donc, moi je pense que aujourd'hui, il va falloir réfléchir. Et ils ont raison. Parce qu'au début, j'avais prévenu les Burkinabés, il faut dissoudre la Constitution, ne pas mettre en place l'Assemblée et être libre pour refonder les choses. Mais les gens veulent l'argent. D'accord, c'est compris, Dacier Debendouté. Je pense que... Content de l'aboutissement de cette idée parce que depuis, je parlais de ça entre Ibrahim Traoré et Assimi Goïta. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, il faut être dans les profondeurs. L'Afrique a toujours souffert et c'est la défense qui fait défaut dans notre vie. Voilà, donc moi, c'est pourquoi je voulais de cette force. Et je pense que cette force, c'est la logique, voilà, des objectifs de l'AES. Et ça devait même commencer par la défense.
voilà, cette question de l'AES, ça devait commencer par la défense. Donc moi, je pense que cette force conjointe, c'est un instrument commun de défense qui servira à défendre l'espace AES et surtout à sécuriser les frontières afin de vaincre cet impérialisme, terrorisme. Maintenant, moi, là où il y a des reproches, et il va falloir aussi que les gens de l'AES écoutent, parce que c'est des problèmes sérieux, et ça, en tant que panafricaniste, en tant qu'Éthiopien et qu'Iserboien, on ne va pas s'amuser là-dessus. C'est la conceptualisation culturelle. Moi, je rejette le concept de force conjointe. On a une culture. L'espace AES est plein de grands guerriers. On pouvait appeler cette force la force ou bien l'armée du Liptako Gourma. Moi, je rejette le concept de force conjointe. On a vu ça avec le concept de transition. On a vu ça avec les autres. On vient seulement, on nous fabrique des concepts et nous, on utilise ou on répète les mêmes concepts. Non, embrassons la conception. Moi, je suis d'accord qu'on mette en place une armée, mais changeons. On pouvait l'appeler la force du Liptako Gourma. On pouvait appeler cette force les Sundiata. On peut appeler cette force les Sofa. On peut appeler cette force les Amoro. C'est des noms endogènes qui nous grandissent. Mais force conjointe, ça ressemble à transition. Non. Force conjointe, ça ressemble encore à cette même démocratie, droit de l'homme, état de droit. Force conjointe, ça revient encore, rappelez-vous, en termes politiques. Aux États-Unis, on ne parle pas d'opposition, on parle de démocrates, de républicains. En France, en Europe, on parle de gauche, droite, extrême gauche, extrême droite. Mais quand on parle chez les nègres en Afrique, oh, l'opposition, la société civile. Vous voyez, c'est des concepts violents qui n'ont rien à voir avec le progrès. Que l'opposition, quand on dit même que l'opposition n'est pas d'accord, vous voyez directement la violence. Alors que chez les autres, c'est pas. Donc moi, je pense que les militaires doivent conceptualiser selon l'endogénéité de l'Afrique. Et cette force, il faut la reformuler. Et c'est comme ça que j'ai dit par rapport à l'AES, il faut mieux vaut de parler du Liptako Gourma. C'est culturellement intégré. Au-delà de la question... Je parle de rentrer en profondeur. Ça a toujours été difficile quand on engage des guerres de libération. Mais maintenant, c'est en conceptualisant dans les profondeurs qu'on retrouve d'abord les ressources humaines et intellectuelles nécessaires pour aller de l'avant. Moi, je dis que l'Afrique a les moyens, l'Afrique a l'argent. Mais maintenant, c'est le manque de courage politique qui fait que les Africains souffrent. Aujourd'hui, on a combien de mines d'or? On a combien de ressources? Comment nous les exploitons? Tout ce que nous voyons, nous sommes dans un système. Donc il faut briser la chaîne, il faut briser la cage et sortir. On ne peut pas s'asseoir et dire qu'il n'y a pas les moyens. Non, il y a les moyens. Mais maintenant, comment on exploite nos ressources? Et comment maintenant on fait face au système? Et pour faire face au système, il faut être culturellement aguerri pour ne pas tomber dans le complexe de l'autre. Si on parle aujourd'hui, on dit que non, et c'est l'AES, vous ne pouvez rien, par exemple, au port, mais on nous bloque du matériel. Mais dites à ces présidents-là, nous sommes des frères. Regardez ce qui se passe. Maintenant, si on dit qu'on n'a pas l'argent, les mines d'or que les sociétés occidentales, les multinationales exploitent, c'est pour qui? C'est notre or. Partageons ça. Décidons honnêtement de comment ça doit être géré. On a du diamant, on a du pétrole. Qui exploite ces pétroles? Donc moi je pense que la question ne se pose pas. La question qui se pose, c'est comment on se pose dans notre combat de libération. Le Vietnam avait quel argent pour faire face à ces guerres? Mais ils s'en ont sorti parce qu'ils étaient mobilisés, culturellement intégrés, culturellement engagés. Vous prenez la Corée du Nord. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la Corée du Nord? Mais aujourd'hui, c'est une puissance nucléaire. Tout ce qui se passe dans l'AES, leur problème est qu'ils ignorent la science. Moi, j'aimerais un jour voir, au niveau de l'AES, on libéralise la pensée. Dis aux Africains, ceux qui ont des idées, des inventions à mener. L'État met les moyens. C'est comme ça qu'on va se libérer. Sinon, les moyens, il y en a. Mais si on travaille comme on nous a formaté, on ne peut pas. La Corée du Nord aussi, c'est une puissance nucléaire. La Corée du Nord n'est pas plus riche que le Burkina, ni le Mali, ni le Niger. Le Niger a du pétrole. Mais je ne suis pas sûr que les Burkinabés voudraient vivre comme les Nord. Quand je suis en train de parler des réalités du monde et je ne parle pas de formatage. Les Nord-Coréens aujourd'hui, c'est une puissance. Ils ont les réalités, mais ils sont respectés dans le monde. Les Burkinabés, là, on est respectés par où? On a de l'or, on a du diamant, on a du pétrole. Est-ce que la Corée du Nord a tout ça? Vous prenez l'uranium.
Le seul uranium du Niger seulement le développe si c'est bien payé. Mais pourquoi on n'avance pas? Donc, poser la question de l'économie, c'est poser la question de l'exploitation et de la gestion de nos ressources minières et de nos ressources naturelles. Comment on les exploite? Merci, comment on les gère? Merci.